ne peut pas décrire cette image. Elle n'a pas d'intérêt coupée du continuum auquel elle appartient. Et ce continuum, c'est celui d'une séquence de presque 8 minutes, postée le 22 février 2021, par le duo de musique électronique Daft Punk pour annoncer sa disparition après un quart de siècle d'activité. Et elle totalisait hier 27 millions de vues, c'est dire à quel point elle est d'ores et déjà entrée dans la culture visuelle populaire. Cette séquence donc met en scène les deux protagonistes de Daft Punk, affublés des casques qui dissimulent leurs traits et qui les transforment en d'anonymes robots. Ils marchent dans un lac asséché de l'est de la Californie. L'un s'arrête, enlève son blouson, se retourne et dévoile le commutateur qu'il porte dans le dos. L'autre l'actionne. Le compte à rebours est commencé. Au bout d'une minute, c'est l'explosion. L'image est violente. Elle rappelle les attentats suicides et le contexte actuel des tensions idéologiques et des guerres contre le terrorisme. Elle rappelle aussi l'ultime séquence de Zabriskie Point, tournée elle aussi dans le désert californien par Michelangelo Antonioni en 1968. On y voit la mort métaphorique de la société de consommation à travers l'explosion d'accumulation de ces produits courants, avec les riffs des Pink Floyd en accompagnement sonore. C'est comme une immense colère de Armand, l'artiste du groupe des Nouveaux Réalistes, qui s'acharnait lui aussi à la même époque sur les symboles de l'Occident consumériste et sur les signes d'une modernité réifiante que les musiciens de Daft Punk ont choisi, eux, d'incarner sous la forme justement désincarnée du robot, de l'homme-machine. Cette forme de désincarnation a connu des précédents dans l'histoire des représentations. On pense au mannequin sans visage de Giorgio De Chirico, aux figures métalliques et impassibles de Fernand Léger, ou encore à la représentation schématique des ouvriers d'usine, eux-mêmes rouages d'une plus grande machine qui les absorbe, chez Franz Wilhelm Seifert et les artistes progressistes de Cologne. Ces avant-gardes cherchaient consciemment cette forme de déshumanisation et de transformation de la figure en chose anonyme pour se libérer d'une forme de tyrannie de l'individu, de sa psychologie et de la narration qu'elle entraîne. Mais il n'est pas sûr que l'esthétique robotique de Daft Punk se situe sur la même ligne, et qu'elle ne soit pas le regret, au contraire, d'une humanité qui, sous les coups de boutoir du progrès technologique et scientifique, nous fuit de plus en plus. Et c'est ce que la suite du film montrera. Car cette séquence fait elle-même partie d'un autre continuum plus long. Elle est extraite en fait d'un film plus ancien, Electroma, tourné en 2006 par Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo, les deux membres de Daft Punk. On y suit pendant plus d'une heure l'errance de leurs personnages dans ce qui ressemble à un road movie lent. Le rythme et l'atmosphère d'Electroma font penser au film de Xavier Veillant, artiste français contemporain et amateur bien connu de musique électronique. Des films quasiment muets, presque sans narration, seulement entraînés par le mouvement de corps et d'objets, dans une cinétique affectant la plupart du temps un aspect très réglé, presque mécanique et répétitif. Au début d'Electroma, les deux cyborgs roulent à bord d'une vieille Ferrari des années 1980, arborant le mot « Human » en plaque d'immatriculation, comme une revendication, tandis que résonnent les paroles de International Feel de Todd Rundgren, une chanson des années 1970 sur le voyage spatial que Rundgren a parfois interprétée sur scène en costume d'astronaute. Ce qui nous met sur la piste d'autres pionniers du synthétiseur et du space rock. On pense au bien nommé Space, groupe français dont les membres apparaissaient sur scène, casqués et en combinaison spatiale, et dont le succès planétaire à la fin des années 1970 annonce celui de la French Touch une génération plus tard. En tant que musiciens et robots, les Daft Punk se situent dans le lignage des automates scéniques et des ballets mécaniques imaginés ou réalisés par les avant-gardes. En unissant visuellement le robot et la musique électronique, ils accomplissent l'unité voulue par un Fernand Léger, où la vedette, je cite, rentre dans le rang plastique, où une chorégraphie mécanique, étroitement liée à son décor et à sa musique, arrive à un tout d'unité voulue. Dans Electroma, les deux cyborgs de Daft Punk évoluent dans un monde qui leur ressemble, un monde de robots identifiés par les casques anonymes que portent tous les habitants de la petite ville qu'ils traversent, avant d'entrer dans le laboratoire qui va tenter de leur donner forme humaine. La tentative est un échec, et tous deux fuient dans le désert d'où ils avaient surgi, pour y commettre leur double suicide. L'un par explosion, donc, l'autre en s'immolant par le feu. Or, vers la fin d'Electroma, la caméra cadrait en contre-jour le corps obscur d'une femme allongée sur le dos, jambes écartées, les reliefs de son anatomie faisant penser aux dunes du désert. La caméra se rapproche et s'enfonce dans l'obscurité,
c'est la plongée dans la matrice féminine que les deux robots, inhumains, trop inhumains, auraient tant aimé connaître. Cette histoire de robots voulant devenir humains affirme la position exactement inverse de celle des pionniers allemands de la musique électronique, Kraftwerk, des hommes voulant devenir des machines, voulant faire croire à une autre filiation mécanique, car leur véritable filiation était insoutenable dans le moment historique qui était le leur. Les membres de Kraftwerk se posaient en représentants d'une génération qui ne voulait plus avoir affaire avec la guerre dont elle ne s'estimait plus comptable. Se faire machine devenait le moyen de s'inventer une nouvelle parenté et une nouvelle généalogie. Au contraire, les Daft Punk appartiennent à cet autre lignage de robots voulant devenir humains. Leur rupture avec leur carrière musicale annonce aussi cela, et la forme brutale qu'elle prend, celle d'une sorte d'attentat, nous en dit peut-être beaucoup sur la déshumanisation de l'industrie musicale qu'ils quittent de si explosive manière.